Merci de venir à ce replay de la session Les NUI c'est maintenant, que j'ai joué à la conférence SoftCheck à Genève il y a quelques jours. Je vous définirai les mots particuliers s'il y en a. Donc je suis Vincent Guigui, expert en interface innovante à Octo Technologies et Microsoft MVP Kinect. MVP, c'est un titre honorifique donné par Microsoft aux gens ayant contribué à l'expansion de la technologie et des communautés. En parlant de communauté, j'ai fondé la communauté des développeurs Kinect en France. Donc on est à peu près 200 personnes. Vous aurez l'URL, il y a un groupe Facebook, un flux RSS, un Twitter. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, à rejoindre la communauté. Donc je travaille pour Octo Technologies, un cabinet de conseil et services en système d'information. Bon, je vais vous sonder un petit peu d'abord. Qui c'est qui est développeur, qui a un background un peu développeur? Ok, un peu plus la moitié de la salle. Les autres, peut-être des ergonomes ou des gens de la DSI, pas mal. Ok. Qui connaît le C# ou le Java? Java? Ok, la moitié. Très bien. Qui a déjà pratiqué Leapmotion ou Kinect, ou sait ce que c'est? Plus ou moins. Mais vous n'avez jamais programmé dessus. Ben, ça tombe bien, on va pas en parler. On va aborder ce que c'est les NUI, l'innovation, les différents périphériques des NUI et différents cas d'usage, et après on va échanger si vous avez des questions. NUI, Natural User Interface. Ce que ça veut dire que c'est naturel, ok, j'ai fait la traduction, mais surtout ça veut dire qu'il y a une interface entre moi et la machine qui disparaît. C'est cet intermédiaire, qu'on a habituellement c'est le clavier ou la souris, ben cet intermédiaire disparaît, il devient invisible, il est déjà invisible ou il devient invisible à l'usage. Mais on peut dire un clavier, moi je m'en rends plus compte. Ben là c'est un périphérique qui devient visible très rapidement grâce à une courbe d'apprentissage très rapide. Comment on peut apprendre rapidement? Il faut que l'interface soit intuitive, l'interaction très facile à prendre en main. Tout ça pour fournir une expérience utilisateur positive. On en parlera un peu plus tard. Donc une interface entre l'homme et la machine, c'est la fameuse interface, ben, ça se passe en deux temps. L'émetteur, l'ordinateur, doit projeter de l'information à l'utilisateur, et l'utilisateur doit le percevoir. Ben, comment on perçoit de l'information? Ben, on a 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût. On mettra ces deux-là un peu à part, c'est des périphériques un peu intrusifs si on veut envoyer de l'odeur ou du goût. On en parlera dans les questions-réponses si vous avez besoin. Mais bon, la vue et l'ouïe et le toucher, c'est les sens principaux dans les interactions pour permettre à l'utilisateur de ressentir des choses. L'autre sens, c'est l'utilisateur qui veut manipuler de l'information, qui veut manipuler l'ordinateur. Il faut que l'ordinateur il ait des capteurs qui reçoivent les choses qu'on veut faire. Donc pareil, il y a le contact équivalent du toucher. L'homme va toucher un clavier, va toucher un écran tactile. C'est vraiment un bouton ou une surface tactile. Il peut y avoir une caméra, un capteur visuel qui va repérer le mouvement, un peu comme le Kinect. Et l'ordinateur va pouvoir analyser ça et choisir d'interagir, de faire une interaction à l'écran. Il y a d'autres types de capteurs qu'on va appeler biologiques, biométriques, morphologiques ou autres. On en parlera aussi après. Le dernier type d'interface, c'est un peu à part, on va appeler ça des interfaces passives ou des agents. C'est pour les interfaces d'avant, l'homme interagit directement, explicitement avec l'interface. J'appuie sur un bouton, je veux que ça réagisse. Mais là, cette interface passive, elle va réagir tout seul. Je me balade dans la rue, je passe devant une porte de magasin, la porte va s'ouvrir automatiquement. J'ai pas réfléchi il faut que je mette le pied exactement sur le bon paillasson pour que ça ouvre. C'est l'agent, l'intelligence, le capteur a réagi directement à ma présence. Je marche, je tombe, il peut y avoir une caméra qui observe mes mouvements et détecte que je tombe et va appeler les secours. Donc c'est une interface passive et naturelle parce que instinctivement, la machine va réagir et dire « Ah, il est tombé, j'appelle les secours. Ah, il s'approche d'une porte, la porte s'ouvre. » Donc c'est un autre type de capteur, de type d'interface qui utilisera les mêmes capteurs que les autres. Rapidement, l'évolution des interfaces. Donc en vert, c'est les interfaces d'affichage, de projection d'information. Et en bleu, c'est nous quand on manipule. Au début, il y avait on va dire, en une dimension. On avait un clavier, voilà, on tapait en une dimension. Et ça affichait aussi en une dimension, c'est la command line.
en ligne de commande. Même si l'écran était 2 dimensions, on tape vraiment sur une ligne et c'est une information à la fois. Pas très passionnant. Après, graphiquement, on a eu les interfaces graphiques, les GUI ou les WIMP, Window, Icon, Menu and Pointer. C'est des interfaces graphiques comme on a actuellement, qui sont plus 2D, plus graphiques. Avec ça, on a eu la souris pour pouvoir naviguer dans ce monde 2 dimensions. Les écrans sont passés à la 3D. On peut afficher de la 3D à l'écran, de l'image de synthèse. Je ne parle pas encore des écrans en relief. Mais voilà, les ordinateurs deviennent suffisamment puissants pour afficher non pas des images de dimension, des graphiques bas niveau, mais des graphiques avec une profondeur et montrer beaucoup plus d'informations à la fois. Sans lien, plus ou moins à la même époque, le tactile est apparu. C'est pas apparu avec l'iPad il y a quelques années. Depuis les années 2000, pour ceux qui se rappellent, entre le Palm Pilot, le Newton d'Apple, ou le Pocket PC, ou les tablettes PC, il y avait déjà du tactile. Après, ça a été bien popularisé ces dernières années par Apple. Maintenant, on a des écrans 3D qui affichent en 3D, en relief, pour améliorer l'immersion. On a des écrans translucides éventuellement, mais aussi de la réalité augmentée. On peut afficher au-delà de juste l'écran. On mélange un peu le monde réel et le monde numérique. Et là, voilà, on est l'année des NUI, des interfaces naturelles, avec beaucoup de capteurs, et il y a un gros boom. On avait stagné sur les interfaces de manipulation ces quelques années. Là, il y a un nouveau boom. Si vous faites une recherche sur les tendances sur les brevets, les brevets actuels, c'est les gestures caméra, les capteurs de mouvement, les caméras. Donc voilà, c'est le gros boom et ça va continuer. On est là et faut commencer à investir, on va dire, sur cette technologie pour ne pas être en retard l'année prochaine. Donc je vous ai dit la ligne de commande, l'écran tactile, interface gestuelle, je fais des mouvements. Si on regarde bien, on s'éloigne. Là, on avait une grosse métaphore. Il faut faire un effort intellectuel pour se dire, je veux afficher un pixel rouge au milieu de l'écran. Il faut que je sache quoi taper. Je tape sur le clavier, dans un langage particulier. Il y a un effort intellectuel assez important. Mais mon pixel rouge, il sera exactement là où je le veux. On part sur du tactile. Je vais faire peut-être un point rouge vers le milieu avec mon doigt. Ok. Je l'aurai là où je le voudrais, plus ou moins. Mais c'est beaucoup plus naturel. Pas d'apprentissage. Et interface gestuelle, je pourrais montrer du doigt, je voudrais un pixel rouge par là. On aura donc une sorte d'évolution entre le legacy, ces interfaces qu'on avait jusqu'à maintenant, et les interfaces naturelles, dont la gestuelle et tactile. Très haute précision pour le legacy, le fameux pixel rouge. Je lui mets la couleur et sa position exacte au pixel près, c'est génial. Par contre, en interface naturelle ou même au tactile, vous donnez un iPad, vous dites fais-moi un point exactement au pixel 320-200, on ne l'aura jamais. On va faire un pâté plus ou moins à ses alentours. Mais n'empêche que il y aura une prise en main très très rapide sur les interfaces naturelles, contrairement aux besoins d'apprentissage sur les interfaces legacy. Legacy, interface naturelle, on avait ce problème déjà il y a quelques années. Les guichets, les caisses enregistreuses, c'était de la ligne de commande. Les vendeuses dans les aéroports, ils ont un clavier avec 50 touches et ils peuvent vendre un billet en quelques clics de bouton, on va dire. Et ils connaissent très bien leur clavier, ils savent que faire F1 pour vendre un billet aller-retour, F12 pour un billet réduit, ils connaissent tout. Par contre, il y a un apprentissage, on ne peut pas mettre un intérimaire du jour au lendemain dessus. Si on leur met des interfaces tactiles, ils risquent de perdre en productivité. Sur le tactile, on a juste le doigt et il y a quelques éléments à l'écran, beaucoup moins que sur un clavier. Mais n'empêche que la prise en main est immédiate. Donc c'est un investissement ou une évaluation du coût. Est-ce qu'on veut des gens très interchangeables, qui prennent en main très rapidement l'interface, ou des gens très spécialisés, des experts, on va dire, qui sont très efficaces, qu'on a formés, qu'on a traînés et qui coûtent cher, ou des néophytes. Voilà. Après, on peut dire que c'est du grand public. Le grand public est néophyte. Donc si on destine une application pour un usage de masse, les interfaces naturelles sont très très bien pour ça. Ma vision, c'est que la conscience de l'interaction avec le périphérique va disparaître. C'est pas le périphérique qui disparaît en soi, c'est le futur, le naturel, ça va être on n'a plus conscience du périphérique. Là, pour changer les slides, j'ai ma souris, il faut que j'appuie sur le bouton. Pourquoi pas dire je fais ce mouvement-là. Il faut que ce mouvement soit bien explicite, que ce ne soit pas parasité par d'autres mouvements quand on parle avec les mains. Mais on va oublier qu'on manipule via un périphérique. L'utilisateur va agir directement avec l'objet qu'il veut manipuler. Je ne manipule pas l'ordinateur, je manipule l'objet de ma manipulation. Hop, pardon. Un exemple, on va sur le site d'IKEA, on veut un meuble. Je vais dans les menus, il faut d'abord que j'allume l'ordinateur. Je vais sur le site, il faut que je trouve Internet Explorer ou un autre navigateur. Je prends ma souris,
Je veux rechercher un meuble. Ah, je peux rechercher par modèle. Un drôle de modèle, il y a des noms un peu abscons. Ok, je cherche des modèles, il faut connaître. C'est un peu compliqué, la grand-mère, elle va s'y perdre si elle a besoin de ça. Par contre, si on lui dit, elle est dans son salon, elle veut un meuble ici, on lui dit, décris ton meuble. Elle va dire, ah ben, moi je veux un meuble qui va de là à là, parce que c'est là où il y a mon pot de fleurs et c'est là où il y a ma télé, donc je veux un meuble de là à là, haut comme ça, pour pas que ça aille plus haut que la fenêtre peut-être, pour pas que ça cogne, et puis 3 étagères et 2 portes, des portes battantes. Ça serait pas mal. Voilà, j'ai montré, j'ai manipulé l'objet que je voulais, je l'ai décrit, et ça me dit, ok, tu as montré 112 cm de large, je connais pas les centimètres, hein, j'ai montré avec ma main, mais l'ordinateur me dit 112 cm, 90 de haut, 3 étagères, 2 portes. Et ça me dit, bah voilà, c'était ce meuble. J'ai pas cherché dans des menus, j'ai pas eu à apprendre à manipuler le site web, à aller sur un site de modélisation 3D, non. Je suis allé sur une sorte d'IKEA, dictée vocale et reconnaissance visuelle, qui m'a donné tout ça. Si ça vous impressionne, vous n'hésitez pas à applaudir. Et ça marche ça aussi, après, je pourrais vous montrer, j'ai commencé à faire le prototype. Après, il faut avoir la base de données qui va avec pour pouvoir dire je recherche un meuble par sa taille et certaines caractéristiques. Actuellement, le site d'IKEA, on recherche par nom ou type de meuble. J'écris commode et j'ai 50 000 commodes. Par contre, le meuble sélectionné il sera moche. C'est le meuble de la grand-mère. Donc voilà, si on a la bonne base de données, les bons critères de recherche, pourquoi se casser la tête à taper des centimètres? Quand vous allez chez Ikea, vous mesurez chez vous d'abord, vous allez chez Ikea, ah le meuble est un peu plus large que prévu, est-ce que ça rentre toujours? On retourne à la maison, on remesure, on parie, on essaye. Bah là, je connais pas les centimètres, j'ai montré ce que je voulais, ça m'a donné le ou les meubles qui ont répondu à mon besoin. Et segmenter les différents ordres géométriques, dire ça fait 112 cm de large, 90 de haut, c'est pas difficile Moi j'ai rien dit. En tant qu'être humain, non, en tant que développeur, enfin toi qui a bossé là-dessus. Ah ben, on en parlera après, c'est Kinect qui a un capteur de distance. Ça mesure tout. Ça mesure ma distance par rapport au Kinect, la distance entre mes deux mains, ça mesure, ça capte, on va dire en 3 dimensions, ce qui est dans le champ de vision du Kinect, et on obtient les mesures très facilement. Et c'est quelle marge d'erreur? On va dire au centimètre près. Plus on s'éloigne, plus la marge est importante, plus on est proche, plus c'est précis. Mais quand même au centimètre près, ça suffit largement pour ce type de cas d'usage. Après, il y a d'autres caméras plus performantes, ou la nouvelle Kinect qui arrivera l'année prochaine, qui sera encore plus précise. De la 3D haute définition, on va dire. Tout ça, c'est innovant. Il faut y aller, c'est de l'innovation. Mais comment on fait de l'innovation? Il y a 3 types d'innovation. Ouais, on y va. 3 types d'innovation. Soit on fait de l'innovation pour faire des proof of concept, on est dans un lab, c'est de la R&D. On construit un truc dans un coin, personne ne verra le produit final. On a consommé la ligne de budget innovation. On a entendu parler de Leapmotion, on essaye. Ok, c'est pas mal. C'est de la veille. Soit c'est pour le wow effect. Comme j'ai dit tout à l'heure, on veut défiler dans ces slides en faisant ça. J'ai eu un client qui m'a dit je veux une salle de réunion 2.0 à l'époque. Je veux que les gens puissent bouger les mains pour faire défiler les slides. Je lui ai dit mais avec Kinect on peut faire encore mieux. La personne pointe du doigt l'écran et ça allume un point rouge, le fameux pixel rouge, dans la direction où on pointe, comme le pointeur laser. Il m'a dit on y va. Je lui ai dit êtes-vous conscient que vous remplacez un pointeur laser avec 2 boutons précédent suivant à 15 € par un Kinect à 200 €, un ordinateur à 1000 €, N jours de développement et un PC qui tourne à 100% de CPU tout le temps, et des gens qui ne savent pas faire les bons mouvements ou qui parlent avec les mains et qui vont créer des parasites. Donc on remplace un petit pointeur qui marche bien par un ordinateur qui fait plein de choses, mais peut-être pas très bien. Je vends très bien la technologie. En fait, s'il veut, c'est de la ligne wow effect, c'est le marketing, ça marche très bien. S'il veut la salle de réunion 2.0, il l'aura. Il a payé, personne n'utilisera, mais il l'aura. Il sera content. Il y a des banques qui font des agences nouvelle génération avec du Kinect, des écrans tactiles. Ça ne permet pas de faire de la vente directement parce que les gens ne vont pas naviguer dans leur compte en banque via un écran tactile ou un écran géant. Mais ça fait du buzz. Et on en parle dans les magazines, c'est de l'innovation. Ça marche, les gens payent pour ça. Et les clients sont contents de voir ça. Et les clients finaux, les utilisateurs finaux, et les clients, nos clients. Et nous, on est contents. Voilà. Mais c'est le wow effect, c'est le critère d'innovation wow effect. L'autre critère, on va dire, c'est être pertinent. C'est quoi être pertinent? Se dire, pour l'utilisateur, est-ce que je résous un problème? Est-ce que ma technologie, mon interface, résout un problème? Est-ce que ça remplit un besoin?
résoudre un problème, c'est il est bloqué, il peut rien faire, ça va l'aider. Remplir le besoin, est-ce qu'il a vraiment besoin de ça? C'est le côté utile de la technologie. Après, est-ce que ça le rapproche de son but? Est-ce que ça va l'aider? Est-ce que c'est un catalyseur? Est-ce que ça va l'approcher de sa solution et simplifier son travail? C'est le côté efficace de la technologie, productivité. La technologie, est-ce qu'elle va éveiller sa curiosité? Est-ce qu'il aura envie de l'utiliser? Il se dit, ah, il y a un bouton rouge, il y a marqué calculer, il est attractif ce bouton, j'ai envie d'appuyer. Ça l'engage. Est-ce que ça va illuminer sa journée de travail aussi? À la fin, il se dit, oh, j'ai fait des rapports de consolidation, ça marchait pas, c'était fatigant, demain j'ai la même chose à faire. J'ai pas envie. C'est dommage d'avoir un logiciel que personne ne veut utiliser. Si à la fin il se dit, oh, j'ai fait un rapport de consolidation, c'était en 3 clics, j'ai même bougé avec les mains, ça a fait tourner en 3D, j'étais super content, j'ai pu naviguer dans mes données, faire de la segmentation et tout, génial. C'est le côté attrayant ou engageant de la technologie. Si vous voulez faire de l'innovation pertinente, il faut essayer d'avoir au moins un de ces 3 éléments. Pourquoi pas les 3, c'est encore mieux. Mais c'est nécessaire, sinon on est soit dans le wow effect, dans le buzz, soit juste on a fait un prototype de nouvelle interface, pas pertinente. C'était pour explorer. Donc c'était le slide qu'il fallait retenir. Si on a un seul, c'est celui-là. On va parler maintenant un peu plus concrètement les différents périphériques. Donc il y a, à la mode cette année, on va dire, il y a 3 périphériques. Il y a le Leap Motion qui détecte ce qui se passe au-dessus du clavier, on va dire dans le champ de vision entre le clavier et l'écran. Donc ça va de quelques centimètres à 60 centimètres. Ça détecte principalement la main, les mains et les doigts, l'orientation de la paume. C'est pas mal, ça permet de naviguer. Il faut encore trouver des usages pertinents au-delà du jeu. Actuellement, c'est surtout ça. Il y a la gesture caméra de Intel et Creative. C'est comme un mini Kinect, mais bon, vous ne connaissez pas encore Kinect. C'est une caméra 3D qui va capter ce qu'on fait avec la main. Donc on montre des doigts, il va reconnaître qu'on met un pouce en l'air, 2 doigts. Ça va aussi analyser le visage, ça va voir qu'il y a un visage, est-ce qu'il sourit, est-ce qu'il ne sourit pas, est-ce que c'est une personne âgée ou une personne jeune éventuellement. Donc les mains et le visage, le champ de la vision un peu plus lointaine, jusqu'à 2 mètres à peu près. Et comme c'est Intel, ça sera intégré dès l'année prochaine dans certains ordinateurs. Ils pourront réduire, là, c'est la taille d'une webcam en supplément, plus tard ce sera une webcam intégrée dans l'ordinateur. Et de l'autre côté, on va dire dans la partie de longue distance, on va dire de 60 cm à 4 mètres, il y a le Kinect qui va détecter aussi la main partiellement, le visage, le haut du corps et les différents mouvements du haut du corps, mais aussi le corps en entier. Donc la partie Ikea où je montrais, ça pouvait bien le faire. Je peux même dire la hauteur, je dis c'est ça, ça va faire la hauteur entre ma main et mon pied ou ma main et le sol. Kinect c'est vachement bien pour ça. Il y a un petit comparatif que j'ai mis en ligne sur un article. Vous pourrez le lire sur la complémentarité de ces différents périphériques. Bon là, fallait en parler. Google Glass, donc une sorte de lunette caméra ordinateur de réalité augmentée qui fait pas mal de choses. À mon avis, vous avez déjà entendu parler. Et demain, les interfaces cérébrales ou interfaces biologiques, ça existe déjà. On va dire, il y a des casques qu'on met sur le crâne qui détectent les fluctuations électromagnétiques du cerveau et qui permettent de savoir si on pense plus ou moins à une chose qu'on aura préparamétrée ou à autre chose. Ça ne va pas lire dans les pensées, mais si on l'a paramétré en disant quand je pense à ma grand-mère, allume un bouton rouge et quand je pense à mon père, un bouton bleu, ça pourra le détecter, à peu de choses près. Un autre périphérique à la mode, qui n'est pas encore sorti, c'est le bracelet Mio. Ça se met sur l'avant-bras et ça détecte les impulsions électriques au niveau des muscles. Et en fait, pour bouger les doigts, ça fait bouger les muscles de l'avant-bras. Du coup, ce capteur, ce bracelet, sait quel doigt est plié, quel doigt est tendu. Grâce à des gyroscopes et des boussoles, ça sait aussi dans quelle direction je pointe avec mon bras. Donc la partie, j'allume un point rouge à l'écran, je pourrais le faire avec un bracelet Mio. Donc voilà, c'est à la mode, c'est de l'innovation. Pour l'instant, je dirais que ça reste de la R&D, de la veille. C'est pas encore répandu. Hop. Voilà, maintenant, voilà, il y a plein de périphériques. Usage pertinent, toujours vraiment pertinent. En logistique, certains ont ce type de produit. C'est comme des Google Glass un peu plus massives, mais qui marchent très bien. Donc on a un écran posé sur l'œil translucide, une caméra, il y a du GPS, il y a du guidage vocal, de la reconnaissance vocale, et ça permet aux gens qui font de la logistique en entrepôt de se dire ok, j'ai mon chariot élévateur, où je dois aller, il y a un guidage visuel qui lui indique où aller. Il voit une boîte, ça lui dit il y a combien de paquets de petits princes ou de BN dans la boîte et où il faut les amener et quel est le chemin pour y aller, quel chemin le plus rapide pour y aller.
Donc ça marche très bien, c'est utilisé déjà dans certains entrepôts. C'est voilà, c'est un mélange de plusieurs interfaces. Et c'était surtout aussi une interface tête haute, ou HUD. L'utilisateur n'a pas les mains prises. Il peut continuer à conduire son chariot élévateur, mais il a toujours de l'information, il peut même interagir avec ces informations sans lâcher le volant. Un autre, ça c'est un peu mon dada, c'est les bornes ou les écrans interactifs. L'écran interactif, c'est pour aller de l'information à la communication. Un écran, un panneau publicitaire, c'est de l'information. Quelque chose est affiché, voilà, l'utilisateur le lit pas, on ne sait pas, mais voilà, on lui pousse de l'information. La communication, c'est quand il y a un écho. La personne qui voit l'information peut réagir. Bah, pourquoi pas faire un écran interactif? On voit un modèle, un mannequin en vitrine avec des vêtements, bah, pourquoi pas se mettre devant cet écran et faire changer les vêtements en bougeant le bras, tactile ou gestuel via Kinect, mais interagir, naviguer dans un catalogue. Le magasin est fermé, je peux continuer à explorer la vitrine, et plus que la vitrine, le magasin. Ça attire l'attention, c'est le côté très marketing, ça peut faire rentrer des gens dans le magasin, ça peut rendre plus ludique et plus agréable l'expérience en magasin. On peut faire des cabines d'essayage virtuelles, on en parlera un peu après. Ça peut être aussi des animations temporaires, se dire, ah voilà, aujourd'hui au magasin de Rony 2, il y a une cabine d'essayage virtuelle où il y a la nouvelle borne pour apprendre à cuisiner. On fait juste les mouvements, on coupe de la nourriture, on les met dans un seau, et voilà. C'est pour faire semblant, et ça va attirer des gens dans le magasin au moins. Pourquoi on ne toucherait pas l'écran? Ça peut être aussi pour des raisons sanitaires. Dans un hôpital, un médecin peut se dire, bah, je ne peux pas toucher des IRM ou des radiographies, j'ai les mains qui doivent rester saines. Bah, en opération, il pourrait naviguer via un écran et un capteur gestuel, naviguer dans les IRM s'il n'a pas bien préparé son opération. Ça peut être aussi en cas de pandémie, voilà, je suis en extérieur, je n'ai pas envie de toucher, je sais qu'il y a la grippe A, la grippe aviaire, toutes les maladies, je ne veux pas toucher d'écran, ben pourquoi pas, juste par effleurement ou à quelques centimètres de l'écran, je peux quand même interagir. Tout ça pour améliorer la relation avec le client, mais pourquoi pas aussi avec les employés. Imaginez un hall d'accueil d'entreprise, certaines entreprises ont déjà ça, un grand écran qui affiche les informations boursières, les différentes publicités sur le CE qui organise un Noël ou autre, mais c'est de l'information. Si moi en tant qu'employé je me mets devant l'écran, on me dit il y a le Noël des enfants qui est organisé, inscrivez-vous avant le 6 novembre, bah, j'aimerais bien me mettre devant l'écran et dire ah oui, c'est vrai, il faut que je le fasse, bah, je veux m'inscrire tout de suite. Je montre mon badge à l'écran et ça me dit ah ok, vous êtes inscrit. J'ai pas eu besoin de me rappeler, d'aller sur le site, de m'inscrire, non, je l'ai fait via l'écran qui me poussait de l'information. C'est devenu un écran interactif. Alors, donc ce que je disais, les cabines d'essayage virtuelles, Kinect ou d'autres caméras peuvent repérer les traits du visage et appliquer des lunettes, pourquoi pas, appliquer du maquillage de manière assez réaliste sur la peau en suivant vraiment les contours du visage. On peut mesurer, donc, comme je disais, au centimètre près ou un peu moins, les informations morphologiques de la personne et lui dire, bah voilà, vu votre taille, vous faites vraiment du 36, il vous faut un petit jean taille basse, coupe straight ou autre. On peut lui donner les bons vêtements, et ici on voit pas très bien, mais c'est une simulation. La demoiselle n'était pas habillée comme ça, et là elle a un sac à main en réalité augmentée, et une robe posée en réalité augmentée. Et c'est un écran, une sorte de grand écran qui fait office de miroir, et elle peut en pointant du doigt choisir une autre robe et l'essayer. Elle va tourner, la robe va suivre les mouvements de son corps. C'est le produit qui s'appelle FaceCake. Il y a les liens en bas. Les vidéos sont assez intéressantes et très bonne qualité. Ces nouvelles interfaces, ça peut être utilisé dans quel cas? Ben, pourquoi pas en physiothérapie ou en rééducation. J'ai eu un accident, je dois aller chez le kiné, au lieu que le kiné me regarde faire le même mouvement 15 fois de suite et se fatigue et ne fasse plus attention à moi, je pourrais avoir un ordinateur qui m'aide. Le kiné garde son métier, paramètre bien le logiciel, et le logiciel me dit faites bien le mouvement, attention un peu plus haut, là vous êtes en train de fatiguer, arrêtez-vous, on passe à un autre mouvement. Donc l'ordinateur pourrait contrôler la séance. Ça peut être aussi pour du sport. Je dois apprendre à faire du golf, ben l'ordinateur va m'éduquer, va vérifier mes mouvements et me dire si je les fais bien. Ça peut être aussi apprendre le langage des signes, pourquoi pas, il y a déjà des expérimentations sur ce sujet. Ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, je marche, je tombe, ça appelle les secours, une sorte de monitoring. Ça peut être utilisé, pourquoi pas, en centrale nucléaire. Il faut avoir confiance en la technologie, mais ça pourrait dire des personnes ne sont pas dans leur zone de sécurité officielle, ils ont outrepassé de certaines limites, vous êtes rentré dans la zone Fukushima, attention, reculez. Donc voilà, ça peut être pour tout ce type d'interaction. Là, j'interagis même pas directement avec l'interface, avec le périphérique, je suis là, et c'est l'ordinateur qui réagit. Un autre de mes dadas,
c'est ce qu'on pourrait appeler les interfaces responsives. Vous connaissez le responsive design, plus ou moins. Donc c'est adapter l'apparence du site ou d'une application au ratio et à la résolution de l'écran. C'est pas mal, ok, mon iPad, mon iPhone, je le tourne, le site s'adapte. Mais c'est vachement limité, ça reste limité à l'écran. Pourquoi pas adapter l'interface à l'utilisateur? Une sorte de user responsive design. La personne est gauchère, droitière, pourquoi pas changer de place le menu? Il y a des problèmes d'ergonomie et de conception derrière, mais on pourrait adapter. Ou la personne est très proche de l'écran, elle fronce ses sourcils, elle est peut-être fatiguée, elle est peut-être myope, changeons la taille de ce qui est affiché à l'écran. On peut détecter d'autres informations. La personne, si elle a un capteur biométrique dans la souris, on peut détecter son rythme cardiaque, sa température. La personne est stressée, on lui propose de faire une pause. On adoucit les couleurs de ce qui est affiché à l'écran pour rendre l'application plus agréable pour cette personne. Donc c'est voilà, du user responsive design ou on va dire de l'analyse suite à de l'ergomotricité. Il y a des choses qui existent Pas beaucoup. À part des prototypes que j'ai faits ou des gens qui ont fait d'autres prototypes mais qui n'ont pas encore communiqué, il n'y a pas beaucoup de choses. Je pense que c'est une bonne direction où aller pour faire des interfaces encore plus immersives, encore plus naturelles. Mais comme toujours, il faut faire attention, c'est que les gens ont souvent des conceptions a priori. Voilà, ils savent que le menu c'est toujours à gauche ou le menu toujours à droite. Sur certaines applications, il ne faut pas lui faire changer le menu tout le temps. Il y a des choses préliminaires. Donc, dans une certaine mesure, il faut utiliser des concepts que les gens ont déjà, et dans certains cas, innover et créer de nouveaux concepts. Les interfaces naturelles, c'est tout neuf. Comment on fait pour zoomer dans une interface gestuelle? Autant sur le tactile, je sais faire ça, parce qu'on me l'a appris et c'était très naturel. Sur la gestuelle, est-ce que je fais ça avec mes mains? Est-ce que j'agrandis juste ma main? Il y a plein de choses à faire et à définir. Pour l'instant, c'est tout neuf, donc on peut innover. Mais il ne faut pas aller trop dans l'innovation, sinon les gens ne vont pas comprendre. Il faut innover vers le naturel. Et du coup, est-ce que ça peut prendre en compte le handicap? Est-ce que ça Tout à fait. Tout à fait. On peut voir que la personne myope, c'est une forme de handicap, mais on pourrait détecter la personne n'a qu'un bras. Ben, on va peut-être rendre l'interface plus accessible sur le seul bras qui est mobile. La patte de doigt éventuellement, faire une interface presque tactile mais qui marche au moignon, c'est pas très joli à dire, mais c'est possible, pourquoi pas. Tant qu'il y a le capteur qui est là pour connaître la personne, pourquoi pas la personne pré-remplit son profil. Mais après, il faut faire que l'interface s'adapte de manière cohérente à la personne. Il y a Parkinson peut-être aussi. Effectivement, avoir une interface, on sait que la personne tremblote, ben, on va rendre automatiquement l'ordinateur plus résistant aux fautes de frappe et aux tremblements et ne prendre qu'une touche sur deux ou autre. Ou peut-être qu'il n'est pas en train de taper au clavier, il a juste sa main posée et ça fait des vibrations. Donc ne pas prendre si la personne n'est pas engagée sur l'écran, mais juste à poser les mains sur le clavier. Je peux vous faire une petite démo. Voilà. Donc là, je suis sur le site Twitter, via un navigateur qui rend les applications responsive, user responsive. Je suis près de l'écran, je vois tout. Okay. Je m'éloigne parce que soit j'ai une mauvaise vue, soit je veux passer en mode un peu décontracté, je m'affale sur ma chaise, je recule. Ben, ce qui est à l'écran s'agrandit, s'adapte à ma position et éventuellement s'adapte encore plus. Donc on peut vraiment adapter. Tout est faisable. Il faut juste avoir une interface qui s'adapte un minimum et surtout se dire comment adapter. Ne pas faire des choses un peu trop mouf-mouf qui clignotent, qui disparaissent n'importe comment. Mais on peut se dire l'application c'est adapté à mon comportement. J'avais fait le test justement sur ça où je suis assis sur mon PC en mode travail, c'est écrit petit, ok. Je fais du Twitter, c'est un peu plus décontracté. Je m'affale sur ma chaise et la police de caractère va s'agrandir. Et les menus vont disparaître parce que passer 90 cm ou 1 mètre de distance, j'ai pas envie de taper, j'ai pas envie de saisir, c'est juste de la consultation. Et on pourrait aussi imaginer que quand je ferme la main et j'attrape et je fais glisser, ben ça continue à défiler. C'est faisable. Donc c'est du user responsive design. Si je devais conclure, je dirais que ces interfaces naturelles, c'est complémentaire au clavier et à la souris, ça ne va pas les remplacer. On ne peut pas dire je remplace partout le clavier et la souris. On n'a déjà pas pu remplacer le clavier et la souris par le tactile, partout. On n'a pas pu remplacer le clavier par que de la souris partout. Ben voilà, c'est des nouvelles interfaces, des nouveaux périphériques, donc des nouvelles interfaces à développer et certaines à faire évoluer.
Ça, c'est des paradigmes d'ergonomie. Il faut essayer de masquer l'outil au profit de l'expérience. Que la personne ne se dise pas j'ai le clavier, j'ai la souris. Non, je suis devant l'ordinateur. Et encore, même le mot ordinateur devrait disparaître. Je suis devant l'information que je veux manipuler, devant mes données. Et je les manipule naturellement. Un enfant, quand vous lui mettez un ordinateur devant la main, ou une souris dans la main, il ne sait pas quoi faire avec. Vous lui dites clique à l'écran, limite il va prendre la souris, il va taper sur l'écran avec. Mais vous lui mettez un iPad, tout de suite, on dit appuie sur le bouton, ça tombe bien en plus. Il y a du skeuomorphisme, ça représente des boutons un peu en relief, il va appuyer dessus très naturellement. Donc voilà, rendre intuitif, naturel. Un des principes pour faire qu'une expérience soit positive, c'est que l'utilisateur ait l'impression d'être en contrôle de cette interface. Il ne subit pas l'interface. Ah oui, c'est une interface avec 25 menus, il faut que j'arrive à les lire, à les trouver. L'interface change tout le temps, je ne sais pas, il faut que j'apprenne. Non, l'interface, elle est là, elle est pour toi, cher utilisateur, fais ce que tu veux avec. Il est en contrôle. Toujours en l'incitant à à avoir envie d'utiliser cette interface. Et éventuellement, mais peut-être sûrement, développer de nouvelles interfaces graphiques. On ne peut pas se dire, je vais faire un Word ou un traitement de texte compatible Kinect. Déjà, un traitement de texte compatible tactile, on n'a pas la même productivité qu'un traitement de texte sur ordinateur complet. Donc on fait un traitement de texte allégé. Si on veut faire une version gestuelle, ce sera peut-être beaucoup plus allégé avec peut-être que 5 touches. Je ne sais pas ce qu'on pourra taper avec, mais à mon avis, un traitement de texte, on ne l'utilisera pas en gestuel. Mais d'autres interfaces pourront être utilisées ou d'autres applications pourront évoluer ou être refaites en étant compatibles gestuels ou d'autres types de capteurs. Faites des bonnes interfaces naturelles. Bonne nuit les petits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux faire d'autres démonstrations. Allez-y. Bravo. Oui. Oui. Ça technique, mais le capteur qui te renvoie des points entravés, est-ce que tu dois travailler avec les nuages de points directement ou est-ce que l'éditeur te fournit des primitives de plus haut niveau pour te dire le pied s'est déplacé de telle manière ou tu as pris l'exemple du sourcil tout à l'heure, est-ce que le sourcil a bougé? En gros, ma question c'est est-ce qu'on doit faire tout ça nous-mêmes? Donc pour Kinect et même pour les autres périphériques du même type, on a accès aux nuages de points, c'est-à-dire vraiment comme un sonar qui verra en 3D, on a tous les pixels et on sait chaque point qui est capté par le Kinect est à quelle distance du Kinect. On a cette information-là, mais on a aussi donc, des primitives de plus haut niveau où ça nous donne le squelette. Voilà ce que je vous montrais tout à l'heure vaguement. Le Kinect va reconnaître une vingtaine de points particuliers du corps humain, des articulations, des jointures, et va me dire le poignet il est à telle hauteur, le coude il est un peu plus bas, tout ça au centimètre près ou même moins. Et on aura une vingtaine de points particuliers du corps humain. Leapmotion, ça va donner des vecteurs pour les doigts directement. On n'a pas accès au nuage de points. On a des vecteurs, on a l'ouverture de la paume de la main et l'inclinaison de la paume. La gesture caméra d'Intel aussi, on a le nuage de points, mais aussi des primitives un peu plus haut niveau. C'est toujours fourni par le SDK ou l'API du fabricant. Donc c'est très facile à utiliser. Il faut connaître le langage de programmation qu'il faut utiliser. J'ai eu beaucoup de clients qui débutaient sur ce genre de technologie et qui posaient plus de questions sur .NET que sur Kinect. Kinect, on en fait en C# en .NET, mais les principales questions, c'était du .NET. Un exemple, j'ai eu un client qui m'a dit est-ce que je peux montrer une boîte de Playmobil dans un magasin? On imagine dans un magasin, un jouet club, je montre une boîte de Playmobil à un écran ou un miroir géant, comme en réalité augmentée, et voilà, je monte la boîte, et à l'écran, je vois la boîte s'ouvrir, et je vois des Playmobil sortir et tourner autour de la personne. Pourquoi pas? C'est un enfant, il va être content de voir les Playmobil sortir, et sur l'écran, il voit son reflet et des Playmobil qui tournent autour de lui, ou qui grimpent sur sa jambe. Il me dit, est-ce que c'est possible avec Kinect? Je lui dis, oubliez Kinect. Est-ce que vous savez animer en 3D des Playmobil et les faire se déplacer? Ah non. Bon, vous aurez du mal à faire en Kinect. Kinect, ça va permettre à la rigueur au Playmobil de se mettre au bon endroit pour pas être écrasé par la personne, de grimper sur les vêtements. Mais animer un petit bonhomme en 3D, c'est pas du Kinect, c'est du C#, mais c'est surtout de la 3D, de l'animation 3D, du motion design. Quand vous voulez faire de la réalité augmentée, ou voilà, c'est autre chose que le capteur. Le capteur, c'est juste une partie de l'interface, c'est la partie interaction, mais la partie affichage, faut connaître cette technologie, donc c'est de la 3D ou autre chose. Ou montrer un badge avec un QR code et le montrer à un capteur,
pour qu'il m'affiche un élément en réalité augmentée. Il faut faire de la reconnaissance d'image. C'est pas le Kinect qui va faire ça, c'est du traitement d'image pur et dur. Donc les nouveaux devices, c'est une partie, ça reste un device. C'est pas parce que j'ai ce device que tout mon ordinateur va changer. Il faut refaire les applications, il faut faire des nouvelles applications. D'autres questions? Est-ce que Kinect est capable de faire de l'eye tracking? De base, ça le fait pas. Ouais. Certaines personnes ont fait un peu des petits prototypes dessus, mais la résolution actuelle du Kinect n'est pas suffisante pour faire de l'eye tracking. Ça, Ni même avec le prochain Kinect. avec le prochain, ils n'en parlent pas encore, peut-être. Il y a des périphériques dédiés qui vraiment se focalisent sur le visage. Et Kinect, comme j'ai dit, c'est à partir de 60 cm. Ça, c'est vraiment le minimum, même 80 cm. Donc c'est vraiment un peu loin pour voir vraiment le visage et le regard. Après, il y a d'autres caméras qui le feront sûrement, mais c'est des choses spécifiques. On va pas mettre, je dirais, de l'eye tracking dans un ordinateur grand public, éventuellement, mais c'est pas pour cette année, peut-être pas l'année prochaine, la suivante. Est-ce que vous voulez voir d'autres démonstrations? Sur Kinect, par exemple, ce que je vous ai montré, la Twitter, qui changeait d'apparence, c'était du web. J'ai pu changer l'apparence d'un site web avec Kinect. Donc ça utilise un projet que j'ai développé qui s'appelle JKinect. Donc c'est un bridge JavaScript pour Kinect, où donc n'importe quel site web peut consommer des événements Kinect, peut savoir ce qui se passe sur le Kinect. Et donc on avait fait pour la conférence USI d'Octo cet été, un mini site web où les gens peuvent personnaliser un avatar. Il y a un avatar Octo qui n'est pas habillé, et on peut choisir de l'habiller, c'est que du web. Donc ça a coûté que le temps d'un développeur web compétent sur du web, et qui a pu faire du Kinect aussi. Donc je vais vous le montrer. Mais voilà, par exemple, cet avatar qu'il faut habiller, c'est du web, c'est pas du Kinect, c'est surtout du web. Se dire, voilà, j'ai un vêtement qu'il faut poser au bon endroit, qui doit se déplacer quand le curseur de souris se déplace ou quand la main se déplace. C'est du web. J'ai besoin d'une demoiselle qui veut essayer cette application et me dire si c'est naturel ou pas. Demoiselle? T'as déjà essayé de mixer avec de la commande vocale ou pas? Mixer? Enfin, faire en Contrôler? sorte Quelque chose? En plus de... Alors, mixer, j'ai compris. Mélanger les technologies. Le Kinect a 4 micros directionnels. Ça veut dire que ça peut détecter d'où vient la source sonore. Il y a 4 micros. Si ça entend plus un son venant de la gauche, ça sait que le son vient de la gauche. Et on peut mixer, effectivement, dire il y a 4 personnes devant le Kinect. Je sais exactement qui parle. Okay. Je reconnais les squelettes, on va dire, et aussi la source sonore. Il y a quelques applications qui utilisent ça. Il faut trouver des usages pertinents et naturels. Il ne faut pas que ça prenne la voix à n'importe quel moment. Je suis en train de parler, et quand je dis suivant, parce que j'ai envie de dire le mot suivant, ça me change mes slides. Il faut que ce soit bien fait, au bon endroit, mais c'est possible. Pareil, on pourrait se dire, le Kinect me sert à détecter quelqu'un de loin, mais j'ai aussi une gesture caméra et aussi un leap motion. Et donc je peux vraiment avoir une interface manipulable de très loin et aussi une interface manipulable de très près. Reste à voir si c'est pertinent. Est-ce que quelqu'un va s'amuser à aller de très loin à très près tout le temps pour utiliser une interface? Peut-être pas. Mais on peut les mixer. Il y a le projet Sarah, je pense que tu connais, qui fait de la domotique, Sarah. Qui utilise beaucoup les micros de Kinect pour le lier à de la domotique, à plein d'appareils de domotique. Vraiment le micro qui a une super reconnaissance. Et utilise Kinect quasiment que pour ça. Le projet de domotique Sarah, qui a une grosse communauté et pas mal de plugins, utilise Kinect. Et effectivement, grâce aux 4 micros directionnels, il y a, on va dire, de l'écho cancellation et de l'annulation de bruit ambiant. Ça sait d'où vient la source sonore. Et si les 4 micros entendent le même bruit, c'est que c'est un parasite ambiant, par exemple. Donc ça peut annuler les parasites et vraiment savoir qui parle. Est-ce que c'est la personne qui a le bras levé, et ça reconnaît bien la voix. Donc c'est un très bon projet dont le créateur est sur la communauté des développeurs Kinect. Et du coup, c'est utilisé en hôpital ou pas? J'ai pas vu en France de gens qui l'utilisent. Il y a certaines personnes dans d'autres pays, je crois en Belgique, il y avait un client qui m'en avait parlé, et aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment utilisé? J'avais eu un feedback justement de quelqu'un qui me disait quand on navigue dans les IRM, ok, on peut le faire avec la main, mais surtout ça éclabousse l'écran avec du sang.
c'est l'anecdote un peu gore du moment. Le médecin a les mains un peu sales, un peu gluantes parce qu'il est en train d'opérer. Il veut naviguer dans un IRM, il fait ce mouvement-là, il éclabousse un peu l'écran. Ça pose pas de problème sanitaire, c'est juste que ça, c'est pas très propre. Après ils se sont dit, on met la commande vocale. Les médecins ils ont un masque et le son passe beaucoup moins bien. Il faut trouver un bon usage. Alors effectivement peut-être la gesture n'était pas optimale, peut-être pas un gros mouvement, peut-être juste pointer du doigt précédent suivant pour naviguer, ça aurait été mieux, mais une des premières expérimentations était un peu fun. C'est utilisé pour la gestion de stock dans une pharmacie d'une caserne de pompiers Sarah, je crois, juste en disant dis-moi où se trouve tel produit, c'est dans tel tiroir à tel endroit, donne-moi 2, donc il en prend 2 et c'est décompté. C'est décompté directement. Il y a pas mal de choses possibles, et après il faut trouver des usages pertinents pour être sûr que ce soit bien utilisé. Est-ce que tu veux essayer? Bon, là on a raté mets-toi devant le Kinect. On a raté l'introduction, en fait, au début ça détecte qu'il n'y a personne, et ça demande aux gens de s'approcher, et quand quelqu'un s'approche, ça lui dit de pointer et d'habiller son avatar. Je t'ai rien dit, tu l'as attrapé, tu l'as mis dans la cabine d'essayage. Il m'a semblé te voir bouger la main là. Non, c'est pas moi qui commande. Ah bon, c'est bon. Lève bien la main pour... J'ai soufflé. C'est que du web. C'est que du HTML, JavaScript. Donc si vous voulez aussi faire du Kinect sans connaître les technologies sous-jacentes comme le .NET ou le C#, c'est possible. Voilà, grâce à tes choix, tu as choisi un costume 54% geek et 48% boss. Moitié-moitié. Ça fait pas 100%, c'est normal. Merci beaucoup, Géraldine. Autre chose? D'autres questions, des démonstrations? Du coup, c'est pas encore complètement naturel, c'est plus naturel que le tactile, qui était plus naturel que la souris, qui était plus naturel que le C'est une terminal. progression, effectivement. Ouais. On va vers du plus en plus naturel. Le problème avec les interfaces gestuelles, c'est que je vais pas dire c'est trop naturel, c'est pas vrai. C'est trop nouveau, les gens n'ont pas l'habitude. Le tactile, c'est naturel, je vois quelque chose à un endroit, je le touche. Là, on prend trop de distance peut-être avec les interfaces gestuelles. Il y avait l'avatar à habiller, c'est peut-être plus naturel de s'approcher, de prendre le vêtement et de le poser. Là, c'est à distance. Est-ce que je dois fermer la main? Est-ce que je dois juste pointer du doigt? On ne sait pas. Donc il y a un petit apprentissage où il faut faire une interface encore plus naturelle. Là, pour cet exemple, c'était facile. Il y avait écrit « fait glisser ». Il y a l'affichage d'une main ouverte et on voit qu'elle se ferme quand on ferme la main. Donc c'était assez facile à prendre en main. Mais il faut bien choisir et peut-être pas remplacer tout le tactile par du gestuel. Ça n'a peut-être pas de sens. Le tactile, c'est vraiment pertinent. J'appuie, je pointe, je suis assez précis, relativement précis. C'est la question du feedback, quoi, parce que gesticuler dans le vide, c'est vrai. Exact, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, l'humain il veut percevoir de l'information. Le feedback visuel, audio ou tactile est important. Là, c'est purement visuel. Donc l'œil a un effort à faire. Je bouge mon bras, ça bouge quelque chose à l'écran. Je ferme la main, ça a bien bougé la main à l'écran. Il y a un petit effort. Il pourrait y avoir du son aussi, mais au toucher, je sais que j'ai touché. Le clavier, il fait tac tac. J'ai touché, je sais que j'ai touché. Un iPhone, voilà. Vous aviez à l'époque des Nokia 3210, des BlackBerry. On pouvait écrire des SMS sous la table à l'école. Voilà, comme ça on pouvait écrire un SMS. On savait où étaient les touches, on appuyait dessus, on savait que c'était appuyé. On prend un iPhone, on ne peut pas écrire sur un iPhone sans regarder l'écran. Il n'y a pas de feedback. Il y a peut-être un petit tac-tac, mais on ne sait pas quelle touche on a appuyé. On a pu rater, on a pu prendre son iPhone à l'envers éventuellement. Donc on a perdu ce feedback avec les écrans purement tactiles. Il y a des expérimentations de surfaces en relief qui deviennent en relief en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Ça reste des prototypes et des expérimentations, mais voilà, on prend de la distance par rapport à l'interface, et si on prend trop de distance, l'utilisateur peut être perdu parce qu'il n'a pas ses repères, ses feedbacks habituels. Et du coup, l'étape ultime, en tout cas dans le sens de l'utilisateur vers la condition de bien implémenter les feedbacks que tu évoquais,
c'est l'interface cérébrale, quoi. Il n'y a même plus de gestes à faire, c'est tu penses un truc et On pense, voilà, ça pourrait être ça. Ou un minimum de gestes, parce que je vais ouvrir la fenêtre. Si je suis vraiment flemmard, je vais dire, faut ouvrir la fenêtre. Mais je pourrais juste dire, fenêtre, ouvre-toi. Au lieu de penser de manière abstraite, je pourrais penser, j'ai chaud, pourquoi pas. Ou le capteur biométrique sait que j'ai chaud et ça va adapter la température. Ou je pourrais me prendre pour un Jedi et dire, fenêtre, ouvre-toi. Et la fenêtre va s'ouvrir parce qu'elle sera motorisée et ça sera contrôlé par ma maison, une maison intelligente. Il y a les deux axes, on va dire. Soit c'est le capteur qui est vraiment intrusif, qui détecte et qui essaie de deviner les besoins. C'est une sorte de capteur intelligent ou une maison, une smart city, smart home ou smart object qui va essayer de deviner les choses. Ou sinon, je vais essayer d'interagir directement avec l'objet. C'est peut-être le plus naturel. Les gens savent ouvrir une fenêtre, ils veulent ouvrir une fenêtre. Ça veut dire, ok, fenêtre, ouvre-toi. Oui. Mais c'est peut-être plus naturel de se dire, je veux que la fenêtre s'ouvre, j'ai chaud. Quel est le meilleur moyen? C'est ouvrir la fenêtre, c'est changer la température sur le radiateur, mettre la clim. Peut-être il n'y a que moi qui veut choisir. Donc je vais aller vers la fenêtre et lui dire ouvre-toi. Je vais pointer du doigt les volets, je vais dire levez-vous. C'est peut-être le plus naturel. C'est des sortes d'ordres explicites. Plutôt que se dire il y a tout qui se passe tout seul, j'ai à peine eu un petit frisson et d'un coup il y a la clim qui s'est mise en marche. Faut distinguer. Il y aura peut-être les deux. Je faisais référence au Google Glasses où en fait il y a un mot-clé. Tu dis OK Glasses et à ce moment-là la commande commence. C'est vrai que si on parle à quelqu'un, on dit tu sais que quand j'ouvre Windows, ou si on dit en anglais quand I open Window, ça ouvre ma fenêtre, ce serait dommage. Faut toujours quand il y a des ordres, ça pourrait être avec un mot-clé, ça pourrait être aussi parce que j'ai levé la main ou parce que j'ai tendu la main vers un objet et en plus j'ai dit le nom de l'objet. Il peut y avoir pas mal de choses, mais comme j'ai dit, c'est tout neuf ce type d'interface. Ça reste à définir, il n'y a pas de grammaire ou de sémantique réellement définie. Il faut y aller, il faut commencer à explorer pour que l'année prochaine on ne se dise pas on est en retard. Si on prend le cas d'une banque qui n'avait pas d'application iPad, on se dit ils n'ont pas d'application iPad, ils sont en retard. Ils ont un site en WAP, qu'on regarde sur un iPad, c'est pas top. Ils n'ont pas investi sur ces nouvelles interfaces à temps. Pareil, les interfaces gestuelles. Si demain, quand je m'approche ou je m'éloigne de mon écran, l'interface s'adapte. Si quand je suis en train de sur Facebook, je veux liker, je fais ça, je fais défiler avec ma main, sans toucher mon clavier ou ma souris, quand j'irai sur le site de ma banque, et si le site de ma banque réagit pas quand je gesticule devant l'écran, je me dirais ils sont en retard. Ils n'avaient pas d'application iPad, ils n'ont pas d'application naturelle ou gestuelle. Il faut commencer à faire, on va dire, la partie veille technologique maintenant. Peut-être un peu de wow effect pour le fun parce que c'est trop tôt. Mais comme ça, au moins, on aura expérimenté la technologie. Et quand la technologie sera bien répandue, on aura des applications prêtes. Et peut-être, limite, on aura aidé à répandre cette technologie dans le monde. Ça fait un peu visionnaire et évangélisation, mais c'est ça. Il faut y aller pour pas être en retard. Vu de ma fenêtre, il y a un truc intéressant avec les interfaces naturelles, c'est qu'il y a des grosses incertitudes ergonomiques. C'est-à-dire qu'autant avec le tactile, a priori, on touche l'écran, on place sa souris par toucher l'écran, autant là, il faut inventer des patterns ergonomiques nouveaux. Il faut inventer des patterns, oui. Et ça c'est intéressant. C'est un bon sujet pour le crédit impôt recherche. Mais effectivement, faut inventer des patterns ou s'inspirer de patterns existants et voir s'ils sont pertinents pour être transposés sur les nouvelles interfaces. Vraiment, on peut prendre le cas du passage de l'écran command line au tactile, avec toute la progression. Passer de la command line à l'interface graphique, c'était un gros gap. Il y a eu pas mal d'innovations. Après, passer d'interface graphique, et passer d'interface graphique au tactile, c'était naturel. Voilà, l'écran, naturellement, on a envie de toucher l'écran. Donc ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu de grosse innovation pour passer au tactile. Par contre, passer du tactile à je touche plus mon écran, c'est un gap conceptuel. On a rajouté une dimension entre le tactile et le graphique, on rajoute une dimension entre les graphiques. C'est l'ajout d'une nouvelle dimension, exactement. On pourrait dire aussi, le cinéma c'était en noir et blanc, c'est passé à la couleur, ça a rajouté plus d'immersion, plus d'images attractives. La 3D, ça fait un peu plus d'immersion, mais pas grand-chose. Mais peut-être que demain, il y aura des écrans qui seront encore différents, avec une nouvelle dimension. Donc voilà, c'est l'innovation. Il faut commencer à regarder. Et c'est pas que le travail des ergonomes d'avoir cette réflexion, mais c'est aussi des gens plus techniques pour explorer vraiment ce que peut faire la technologie.
Un ergonome dans son coin, ça fait du bon boulot. Excusez-moi les ergonomes. Mais un techos dans son coin qui fait de la veille, il va prendre la technologie, la tordre et en faire plein de choses et découvrir des nouveaux usages, des nouvelles façons d'utiliser la technologie. Peut-être le Kinect en tant que périphérique où on interagit avec, c'est pas la bonne idée. Par contre, en tant que capteur ambiant qui détecte les mouvements de foule ou si on tombe, c'est peut-être le use case pertinent et le seul qu'il faut avoir. Mais il faut essayer. Il faut avoir un regard critique en se disant est-ce que c'est pertinent pour d'autres usages. Donc voilà. J'ai une autre mini-question. Oui. Est-ce que c'est difficile de comprendre avec les données de la Kinect comment se positionne la personne qui est filmée dans l'environnement? Par exemple, je saute, est-ce que je peux facilement détecter à quel moment mes pieds touchent plus le sol, à quel moment mes pieds retouchent le sol? Est-ce que j'ai le pied dans un carré ou pas? Par exemple, si on veut faire une application qui compte les points à la marelle, est-ce que c'est un sujet difficile ou pas? À la marelle, pas vraiment. Donc le Kinect, ça va détecter en 3D, donc ça va me donner les coordonnées en 3D de chacun des éléments de mon corps. Ouais. Parce que le Kinect le SDK va me donner mon squelette en 3D. Le sol, il est exclu, il n'y a pas de fonction réellement qui me donne l'inclinaison du sol, le plan des murs, mais c'est faisable de le faire à la main. On a le nuage de points, on peut réinterpréter ça. Tu peux interpréter l'articulation du pied aussi, peut-être. Alors, c'est pas assez précis pour savoir le pied, on a juste la cheville, mais on n'a pas la cheville et le bout du pied. Pareil, la main, on a le poignet, le centre de la main, mais on n'a pas le bout des doigts réellement. On sait si la main est fermée ou ouverte, mais c'est tout dans la version actuelle. Mais il n'y a peut-être pas besoin de savoir que la personne saute réellement. On peut juste savoir sa taille moyenne, c'est ça, on a la hauteur de son pied, de la distance entre son pied et sa tête, et que sur les quelques dernières secondes, elle était à cette hauteur en centimètres. Ben, si ma tête monte d'un coup, c'est que j'ai sauté. Ou je me suis mis sur la pointe des pieds éventuellement. Pour la marelle, c'est un autre cas. Il faudrait calibrer et se dire, montrer au Kinect, ici il y a quelque chose, il y a une zone interactive en 3 dimensions, une autre zone, une autre zone. Et quand la personne rentre dans la zone, on interagit. C'est juste, on a capté en 3D des coordonnées et on dit, est-ce que le pied de la personne est rentré dans ces coordonnées en 3D? On fait pareil à la souris, avec juste de la 2D, on dit est-ce que le curseur de la souris est entre les coordonnées 320-200 et 340-250? Ben là c'est pareil, mais juste avec une autre paire de coordonnées. Donc c'est faisable de détecter si la personne est dans une zone ou une autre. C'est même recommandé par Microsoft. Si vous faites une borne interactive pour le grand public, de bien baliser l'espace et de mettre un sticker au sol éventuellement et de dire aux gens c'est quand vous êtes dessus que vous êtes actif. Si vous n'êtes pas dessus, bah vous êtes juste un spectateur. Mais vous êtes engagé, vous voulez interagir, vous allez dessus. Et le Kinect va aussi filtrer et dire tant qu'il n'y a pas quelqu'un à ces coordonnées-là, je ne le prends pas en compte. Ouais, parce que j'ai l'impression que le gros enjeu c'est éviter tout ce qui est parasite, quoi. Parce qu'autant avant sur les interfaces qu'on avait, on sait quand je suis sur ma souris c'est pour interagir, quand je suis sur mon iPad c'est pour interagir. Là, parler, faire des gestes, penser, on le fait en permanence, donc c'est le côté vraiment actif. Ou est-ce que je peux interagir? Le terme, c'est vraiment engagé. Est-ce que la personne est engagée dans l'interaction? En gestuel, il faut définir aussi. Grâce à la partie reconnaissance de visage, ou reconnaissance de visage, on peut savoir si la personne regarde sur la gauche ou si elle regarde vraiment l'écran. C'est pas vraiment du eye tracking, mais on sait au moins vers où le visage est pointé. Et donc on peut se dire, voilà, la personne est engagée vers l'application parce qu'elle regarde l'écran. Si elle tourne la tête, c'est peut-être temporaire, donc on va pas lui couper l'application, mais il va peut-être faire autre chose. Mais voilà, on peut commencer à détecter, et ça reste dans l'ergonomie de trouver des paradigmes, des patterns, des choses pour dire, c'est explicite, la personne doit faire ce mouvement. C'est pas un mouvement qui rentre en conflit avec un autre mouvement qui serait parasite. J'ai eu le cas pour une application que j'ai fait pour la BNF, où il fallait naviguer dans une mosaïque de livres. Il y a 9 livres à l'écran, la personne pointe du doigt le livre qu'il veut, et en faisant ce mouvement-là, il tourne les pages du livre. Et il ferme le livre en fermant les mains. Ça marche bien, mais les premiers tests, on va dire, avec un public, ça a permis de détecter les mouvements parasites. La personne, elle regarde l'écran, elle fait tourner les pages, et elle est un peu timide, il y a des gens autour, donc à un moment elle va se refermer vers elle va prendre une pose plus introvertie, et elle va serrer ses mains. Elle va dire « Ah, c'est pas mal ». Elle a serré ses mains, ça a fermé le livre, au revoir. C'était un peu trop sensible. Ouais. Donc il a fallu
calibrer le logiciel en disant c'est quand les mains se ferment de manière vraiment explicite, un grand mouvement, quand les mains ne sont pas collées contre le corps, mais peut-être à 50 cm du corps, quitte à être trop insensible et dire à la personne essayez de refermer le livre, fermez de manière plus ample. Vaut mieux un faux négatif qu'un faux positif dans certains cas. Mais voilà, il a fallu faire ce type de choses. Ou pareil, tourner les pages du livre. On n'a pas expliqué aux gens, on leur a dit tournez les pages du livre. Certaines personnes font juste ce petit mouvement. D'autres font un grand mouvement. D'autres font comme ça. Et on a vu aussi que ça dépendait de la taille de l'écran. Si j'affiche un livre interactif sur mon ordinateur, l'écran est petit, je vais faire ce mouvement. Je fais un petit mouvement parce que j'ai un petit écran. Si je me mets face à un grand écran, il y a une page là, une autre page et je dois faire ce mouvement, je vais faire un grand mouvement. Le mouvement dépend de la taille de l'écran. Donc les tests faits sur un petit écran ont donné des résultats différents des tests faits sur, on va dire en live sur le grand écran. Donc il faut rendre l'application souple ou dire non, les conditions d'utilisation sont celles-là, on teste dans ces conditions. Donc c'était pas mal de... Voilà, ça c'est toujours l'ergonomie, c'est avoir un vrai panel d'utilisateurs, des vraies conditions réelles pour tester, parce qu'on va découvrir des choses. Voilà, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas, les slides sont en partage sur le SlideShare d'Octo, et il y a pas mal de liens vers d'autres informations qui permettraient d'ouvrir. Je suis disponible, Facebook, Twitter, mail. Merci beaucoup.